François Bayrou CES dernière heure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, amis et citoyens, aujourd'hui nous sommes témoins d'un moment historique. La scène politique française tremble, l'Assemblée nationale devient l'arène d'un duel décisif. François Bayrou joue ses dernières heures de pouvoir dans une atmosphère d'urgence budgétaire, de dettes records et de tensions sociales explosives. C'est bien plus qu'un simple vote de confiance, c'est un bras de fer qui pourrait redessiner l'avenir de la République. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse un homme. C'est l'incertitude d'un pays fragmenté, la lutte entre austérité et justice sociale, l'épreuve d'une démocratie mise sous pression par les marchés et par la rue. Chaque mot prononcé résonne comme une déflagration politique, chaque décision pourrait faire basculer l'équilibre fragile de la nation. Alors je vous le dis, restez avec nous jusqu'au bout de cette analyse, car ce que vous allez entendre ici n'est pas dans les discours officiels. C'est la vérité crue des rapports de force, la lecture des coulisses, la vision d'un pouvoir qui vacille. Et parce que la vérité doit circuler, je vous invite dès maintenant à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, et surtout à la partager au plus grand nombre. Ce débat n'appartient pas qu'aux députés, il appartient à chacun de nous. Car ces dernières heures de François Bayrou sont peut-être aussi celles d'une époque politique qui s'achève, et vous devez en être témoin. L'hémicycle bruisse d'un silence tendu. Dans l'air lourd de septembre flotte une impression d'instant décisif, comme si l'histoire elle-même s'était assise sur les bancs de l'Assemblée. François Bayrou, Premier ministre depuis quelques semaines seulement, choisit de jouer son destin politique sur un pari insensé, provoquer un vote de confiance dans un Parlement éclaté, où chaque camp n'attend qu'une occasion de faire chuter son rival. Ce choix, rarissime sous la République, n'est pas seulement un acte de bravoure, il est aussi le signe d'un isolement croissant, presque d'une résignation. Car en vérité, tout indique que la partie est perdue avant même d'avoir commencé. La situation économique sert de toile de fond à ce drame. La dette publique a franchi le seuil vertigineux des 3 400 milliards d'euros, plaçant la France dans la ligne de mire des marchés financiers et des agences de notation. Dans ce contexte, Bayrou a voulu donner un signal, montrer qu'il n'était pas venu pour gérer le quotidien, mais pour affronter le gouffre budgétaire en imposant des mesures d'austérité inédites. Pourtant, ce discours de vérité se heurte à une réalité politique implacable, aucune majorité stable n'existe pour porter un tel projet. Le climat social, lui, est tout aussi explosif. Depuis des mois, la rue gronde contre la montée des prix, l'érosion des services publics et la peur de nouvelles réformes douloureuses. Les syndicats brandissent déjà la menace d'une mobilisation nationale. En choisissant de placer sa responsabilité sur la table, Bayrou parie sur la force du choc pour réveiller les consciences. Mais ses adversaires n'y voient qu'un aveu de faiblesse, la dernière carte d'un chef de gouvernement assiégé. Dans cette atmosphère de crépuscule, tout semble converger vers une même vérité, ces dernières heures pourraient bien être celles d'un Premier ministre condamné, mais aussi celles d'une République qui vacille face à ses propres contradictions. Le discours de François Bayrou. Lorsque François Bayrou s'avance à la tribune de l'Assemblée nationale ce 8 septembre 2025, le silence est presque total. Chacun des députés, qu'ils soient assis à gauche, à droite ou sur les bancs du centre, attend un discours qui pourrait bien marquer l'histoire. Le Premier ministre sait qu'il joue sa survie politique, peut-être même sa trace dans les annales de la République. Sa voix, grave et mesurée, résonne sous les dorures de l'hémicycle, le pronostic vital de notre pays est engagé. D'emblée, il choisit de dresser un constat brutal, sans phare. La France, dit-il, est arrivée au bord du gouffre budgétaire, avec une dette publique qui a dépassé les 3 415 milliards d'euros. Un niveau qu'il qualifie de « fardeau insoutenable », menaçant la crédibilité internationale et la stabilité sociale de la nation. Puis, dans un passage qui restera gravé comme l'un des plus marquants de son allocution, Bayrou lance à l'adresse des députés « Vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais pas celui d'effacer le réel ». Cette phrase, sèche, coupante comme une lame, se veut une mise en garde. Il rappelle que, quelle que soit l'issue du vote, les chiffres demeureront, les équilibres budgétaires s'imposeront, et la réalité économique se rappellera à tous. En prononçant ces mots, il cherche à retourner la charge, ce n'est pas seulement sa responsabilité qui est en jeu, mais celle de chaque parlementaire. Bayrou enchaîne ensuite sur son plan de redressement. Le cœur de sa stratégie, 44 milliards d'euros d'économies sur 3 ans. Des mesures dures, parfois symboliques, souvent douloureuses. La suppression de 2 jours fériés, pour rapprocher la France du rythme de travail européen, annonce-t-il sous un tonnerre de protestation à gauche. La réduction des dépenses de l'État,
avec un gel des embauches dans certains secteurs administratifs. Une rationalisation des aides publiques, qui suscite des exclamations indignées sur les bancs communistes. Et surtout, une volonté d'imposer la discipline budgétaire à tous les ministères, sans exception. Pour Bayrou, ce n'est pas une question de choix, mais de survie nationale. À mesure qu'il déroule son discours, l'atmosphère devient électrique. Les huées éclatent, notamment lorsque le Premier ministre évoque la nécessité de mettre fin à certaines habitudes françaises qui coûtent cher mais ne rapportent rien. Des députés socialistes se lèvent pour dénoncer une politique d'austérité, injuste et brutale, quand, à l'extrême droite, certains hurlent que « le peuple ne paiera pas pour vos erreurs ». Dans les rangs macronistes, quelques applaudissements timides se font entendre, mais ils sont vite noyés sous les sifflets. Le contraste est saisissant, un chef de gouvernement tentant d'imposer une gravité solennelle face à un hémicycle fragmenté, indocile, parfois franchement hostile. Les observateurs présents dans la presse notent que le ton du discours n'est pas celui d'un homme en quête de compromis, mais d'un chef qui veut assumer le poids de l'impopularité. Bayrou refuse de minimiser les difficultés, il rejette la tentation des promesses faciles. Dans un passage qui fait à nouveau réagir la salle, il martèle « Nous devons accepter les sacrifices d'aujourd'hui pour éviter les humiliations de demain ». L'allusion à la pression des marchés et aux avertissements des agences de notation est transparente. À la fin de son intervention, une partie de la majorité présidentielle tente un applaudissement plus nourri, mais il sonne faible. La gauche reste assise, les bras croisés. La droite se contente de murmurer son désaccord, tandis que les députés du Rassemblement national sifflent ouvertement. Le visage de Bayrou, à cet instant, paraît fermé, presque résigné. Il sait que le vote qui s'annonce lui sera défavorable. Pourtant, il maintient son cap, se redresse, et conclut « Gouverner, c'est dire la vérité. » Et la vérité est que la France ne peut plus vivre au-dessus de ses moyens. Ce discours, à la fois tragique et combatif, illustre parfaitement le dilemme qui l'oppose à la classe politique, incarner la rigueur, au risque de tomber dès les premières heures. Dans la salle, chacun a compris que l'Assemblée ne venait pas seulement d'écouter un discours de politique générale. Elle venait de vivre le chant du cygne d'un Premier ministre conscient de son isolement, mais décidé à affronter l'histoire les yeux ouverts. Les réactions politiques. À peine François Bayrou a-t-il quitté la tribune que l'hémicycle s'anime d'un tumulte maîtrisé. Les applaudissements clairsemés de la majorité présidentielle contrastent avec le ton grave et tranchant des réponses de l'opposition. Très vite, les chefs de file prennent la parole pour donner le coup de grâce à un Premier ministre déjà sur la défensive. Du côté de la gauche, Boris Vallaud, président du groupe socialiste, se lève le premier. Sa voix est ferme, assurée, « Nous sommes prêts à gouverner », affirme-t-il, sous les applaudissements nourris des bancs de la NUP. Pour lui, le discours de Bayrou n'est qu'un aveu d'impuissance, un signe supplémentaire qu'il est temps de tourner la page. Il dénonce une politique injuste, inefficace, et incapable de rassembler le pays autour d'un projet commun. Dans ces mots transparaît une volonté claire, montrer que la gauche peut incarner une alternative crédible au centre macroniste. À droite, Laurent Wauquiez adopte un ton tout aussi sévère. Son jugement est sans appel, ce pouvoir n'a aucune vision. Il navigue à vue, obsédé par les marchés et incapable de répondre aux préoccupations réelles des Français. Pour le président des Républicains, le plan de rigueur de Bayrou illustre l'aveuglement d'une élite déconnectée. Son discours vise autant à discréditer Bayrou qu'à renforcer sa propre stature d'homme d'État, prêt à incarner une opposition ferme et pragmatique. Mais c'est à l'extrême droite que la charge se fait la plus brutale. Marine Le Pen, rompue à l'art de capter l'attention, réclame avec force la dissolution immédiate de l'Assemblée nationale. Ce gouvernement ne représente plus rien ni personne. Il n'a ni majorité, ni légitimité. La seule issue, c'est de rendre la parole au peuple, lance-t-elle sous les acclamations des députés du Rassemblement national. Sa stratégie est claire, profiter de l'impopularité du gouvernement pour pousser Emmanuel Macron dans ses retranchements et ouvrir la voie à des élections anticipées qui pourraient lui être favorables. Dans cette cacophonie politique, une constante se dessine, l'union de circonstances des oppositions. La gauche, la droite et l'extrême droite, habituellement irréconciliables, trouvent un terrain commun dans le rejet frontal de François Bayrou. Ce front hétéroclite, qui va du socialiste Vallaud au nationaliste Le Pen, en passant par le conservateur Wauquiez, ne partage ni la même idéologie ni le même projet pour la France. Mais tous convergent vers un même objectif, abattre un Premier ministre affaibli, isolé, perçu comme l'incarnation d'un pouvoir central à bout de souffle. Les bancs de la majorité, eux, apparaissent résignés.
Quelques députés tentent de sauver la face, rappelant que Bayrou a eu le courage de dire la vérité au pays. Mais leur défense semble bien pâle face à la vigueur des attaques. Dans les couloirs, certains élus centristes reconnaissent en privé qu'ils s'attendent déjà à la chute du gouvernement. Cette séquence politique révèle un paradoxe, jamais les oppositions n'ont été aussi divisées dans leur vision de l'avenir, mais jamais elles n'ont semblé aussi unies dans le rejet d'un même homme. En ce sens, le discours de Bayrou a non seulement échoué à convaincre, mais il a servi de catalyseur à un front de refus. Et derrière les invectives, chacun se prépare à l'après, la gauche espère une recomposition, la droite veut imposer son autorité, et l'extrême droite rêve d'une dissolution qui lui donnerait une chance historique d'accéder au pouvoir. Le poids institutionnel et constitutionnel. La chute annoncée du gouvernement Bayrou ne relève pas seulement d'une crise politique ordinaire, elle met en lumière les failles institutionnelles de la République dans un contexte inédit. Si, comme tout l'indique, l'Assemblée nationale vote la défiance, ce sera la première fois qu'un gouvernement serait renversé aussi rapidement depuis l'instauration de la Constitution de 1958. Jamais encore un Premier ministre n'aurait vu son mandat s'effondrer en quelques semaines, sans même avoir eu le temps de présenter son premier budget. L'événement, au-delà de son caractère personnel, marquerait une rupture dans l'histoire politique française. Le mécanisme est clair, en vertu de l'article 49.1 de la Constitution, le Premier ministre peut engager la responsabilité de son gouvernement sur une déclaration de politique générale. Si la majorité des députés refuse de lui accorder sa confiance, le gouvernement est réputé censuré et doit démissionner. François Bayrou, en provoquant volontairement ce vote, a pris le risque ultime. Là où certains de ses prédécesseurs contournaient les épreuves de force, il a choisi la confrontation directe, en posant la légitimité de son gouvernement face aux élus de la nation. Mais en cas de rejet, la sanction est sans appel, le gouvernement tombe. Dans ce scénario, le rôle du président de la République devient central. Emmanuel Macron se retrouve alors confronté à un choix cornélien. La Constitution lui impose de nommer un nouveau Premier ministre, mais elle ne lui garantit pas de trouver un profil capable de rallier une majorité stable. La fragmentation de l'Assemblée, 3 blocs quasi équivalents, aucun dominant réduit considérablement ses marges de manœuvre. Il peut tenter de nommer un profil technocratique, susceptible de négocier au cas par cas, mais au prix d'une instabilité chronique. Il peut aussi choisir une personnalité issue d'un camp minoritaire, dans l'espoir d'un compromis, mais au risque d'exacerber encore les divisions. La dissolution de l'Assemblée nationale, prévue par l'article 12 de la Constitution, reste une arme ultime à sa disposition. Mais elle comporte un danger, renvoyer les Français aux urnes dans un climat d'exaspération sociale et de colère politique pourrait se retourner contre lui. Les sondages montrent une poussée des extrêmes, à droite comme à gauche, qui ferait de nouvelles élections une aventure périlleuse pour le camp présidentiel. En ce sens, la dissolution apparaît moins comme une solution que comme une fuite en avant. Au-delà de ces options immédiates, le risque majeur est celui d'un blocage durable. La République a été pensée pour donner au président les moyens de gouverner, même en situation difficile. Mais elle se heurte aujourd'hui à une réalité que De Gaulle n'avait pas prévue, un Parlement sans majorité claire, où les oppositions refusent tout compromis, et où l'exécutif, privé de relais solides, se retrouve paralysé. Si Bayrou tombe, son successeur pourrait se retrouver dans la même impasse, condamné à l'impuissance. Ainsi, la crise actuelle ne se réduit pas à la personne de François Bayrou. Elle révèle une faille structurelle, un système institutionnel qui peine à fonctionner lorsque le pays est politiquement divisé en 3 blocs irréconciliables. Elle pose une question plus large, que devient une république qui ne parvient plus à dégager de majorité, et dont les gouvernements sont voués à l'instabilité chronique? La chute du Premier ministre ne serait alors que le symptôme d'une maladie plus profonde, celle d'un régime usé, incapable de s'adapter à une société fragmentée. Les répercussions économiques et sociales. Au-delà des murs de l'Assemblée nationale, le discours de François Bayrou et la perspective imminente d'un vote de défiance résonnent comme une onde de choc dans les sphères financières et sociales. Dès l'annonce de son plan d'économie de 44 milliards d'euros, les marchés financiers ont réagi avec prudence, oscillant entre inquiétude et soulagement temporaire. Les investisseurs internationaux ont vu dans ces mesures un signe de lucidité, mais la perspective d'un gouvernement aussi fragile suscite davantage de doutes que de confiance. L'instabilité politique, plus que la rigueur budgétaire elle-même, devient le principal facteur d'incertitude. Les agences de notation, déjà critiques face à l'envolée de la dette française, accentuent leurs avertissements. Fitch et Standard & Poor's signalent que, sans majorité solide pour mettre en œuvre les réformes, la France s'expose à un déclassement de sa note souveraine.
Un tel scénario renchérirait le coût de la dette, aggravant le cercle vicieux que Bayrou prétendait briser. L'ombre de la défiance plane, si le gouvernement tombe, les investisseurs redouteront une vacance prolongée du pouvoir, et la confiance dans la capacité de la France à rétablir ses comptes sera durablement ébranlée. Au niveau européen, les réactions oscillent entre inquiétude et embarras. À Bruxelles, certains responsables expriment en privé leur crainte de voir la France, deuxième économie de la zone euro, s'enliser dans une crise institutionnelle majeure. Les partenaires européens, déjà fragilisés par d'autres turbulences internes, redoutent un affaiblissement du rôle français au sein de l'Union, au moment même où la discipline budgétaire et la cohésion économique sont vitales. À Berlin, la presse insiste sur l'incapacité de Paris à réformer. À Rome, on souligne l'ironie d'un pays critiquant jadis l'Italie pour son instabilité et se retrouvant désormais confronté à la même paralysie politique. Mais c'est sur le terrain social que l'écho du discours de Bayrou prend une dimension explosive. À peine ces mesures annoncées, plusieurs grandes centrales syndicales ont appelé à « tout bloquer ». Pour elles, supprimer des jours fériés et imposer de nouveaux sacrifices aux travailleurs revient à faire payer au peuple les erreurs d'un système financier et politique en faillite. Les slogans qui montent dans les rues et sur les réseaux sociaux témoignent d'un rejet profond, nous ne paierons pas leurs dettes, ce n'est pas aux salariés de sauver l'État. Le souvenir des grandes mobilisations contre la réforme des retraites, encore vif, se mêle à la colère actuelle, faisant craindre une nouvelle vague de contestation nationale. Dans ce climat, Bayrou apparaît comme le symbole d'une politique de rigueur rejetée à la fois par la rue et par une majorité de députés. Pour les syndicats, il incarne l'obsession de l'austérité dictée par les marchés. Pour l'opposition politique, il illustre l'échec du macronisme à construire un consensus durable. Cette double contestation sociale et parlementaire enferme le Premier ministre dans un étau. Là où il espérait rassembler autour d'un discours de vérité, il ne récolte qu'une hostilité accrue. La France s'avance donc vers une crise prolongée. Sur le plan économique, la menace d'un affaiblissement de la crédibilité financière est bien réelle. Sur le plan social, l'appel à bloquer le pays pourrait déboucher sur un automne de colère. Et sur le plan politique, l'échec de Bayrou accentue le sentiment d'un pouvoir coupé de la société et incapable de trouver un chemin de stabilité. C'est cette convergence des inquiétudes des marchés, des partenaires internationaux, et surtout du peuple qui donne à la situation toute sa gravité. Les perspectives de succession. Si François Bayrou tombe, l'échiquier politique français se retrouvera plongé dans une incertitude totale. Le président Emmanuel Macron, en vertu de l'article 8 de la Constitution, devra nommer un nouveau Premier ministre. Mais la question centrale demeure, qui, dans une Assemblée nationale éclatée, pourrait rassembler une majorité, même relative, pour gouverner? Plusieurs scénarios se dessinent. Le premier est celui d'un Premier ministre de compromis. Un profil modéré, issu du centre ou de la gauche social-démocrate, qui chercherait à bâtir des alliances ponctuelles. Ce type de choix viserait à donner à la France un semblant de stabilité, mais il impliquerait des négociations permanentes, transformant chaque vote de loi en bataille incertaine. L'expérience récente montre toutefois que cette voie, bien que séduisante sur le papier, risque d'aboutir à une paralysie législative. Une autre hypothèse, régulièrement évoquée dans les couloirs de l'Élysée et de l'Assemblée, serait celle d'un technocrate. Une personnalité sans ancrage partisan fort, reconnue pour ses compétences économiques ou administratives, qui serait perçu comme un « gestionnaire » plutôt que comme un chef politique. Ce choix, déjà expérimenté dans d'autres démocraties européennes, offrirait à Macron une respiration temporaire. Mais il ne résoudrait pas le problème de fond, un Parlement divisé et peu enclin à soutenir durablement un gouvernement qui ne porterait pas de vision politique claire. Certains avancent aussi l'idée d'une figure inattendue, une personnalité issue d'un parti minoritaire ou d'une nouvelle génération, capable de surprendre et d'imposer un souffle inédit. Mais dans la configuration actuelle, où chaque bloc campe sur ses positions, une telle option semble relever davantage du pari que de la stratégie. Derrière ces spéculations se cache un risque bien réel, celui d'une succession de gouvernements éphémères. Si aucun Premier ministre ne parvient à stabiliser la situation, la France pourrait connaître une instabilité chronique, rappelant les heures sombres de la 4e République. Des gouvernements qui se succèdent sans jamais durer, renversés les uns après les autres par une assemblée fragmentée, accentueraient encore la défiance des citoyens envers leurs institutions. Face à cet horizon sombre, Emmanuel Macron conserve une arme ultime, la dissolution de l'Assemblée nationale, prévue par l'article 12. Mais ce recours, qui redonnerait la parole aux électeurs, est aussi porteur de danger.
Une dissolution précipitée pourrait renforcer les extrêmes et réduire encore l'espace politique du camp présidentiel. Dans un pays déjà traversé par la colère sociale, elle pourrait être perçue comme une fuite en avant, une tentative désespérée de reprendre la main. En définitive, le rôle de Macron apparaît paradoxal. Il reste le maître du tempo institutionnel, celui qui tient entre ses mains le choix du successeur de Bayrou et, peut-être, celui du destin immédiat de la République. Mais il est politiquement affaibli, incapable de s'appuyer sur une majorité cohérente et de plus en plus contestée, y compris dans son propre camp. Chaque décision qu'il prendra sera perçue comme un pari risqué, dans un contexte où l'équilibre politique semble de plus en plus impossible à atteindre. François Bayrou aura choisi de jouer son destin politique sur une mise en scène dramatique, se présenter devant l'Assemblée nationale avec un discours de vérité, brutal et sans compromis. Dans cette ultime confrontation, il a opposé deux réalités irréconciliables, d'un côté la dette abyssale de la France, qui menace son avenir économique, de l'autre, une scène politique éclatée, incapable de s'unir pour relever le défi. Ce duel entre la rigueur budgétaire et la stabilité institutionnelle se solde par un constat amer, la République chancelle sur ses fondations. La figure de Bayrou apparaît dès lors comme celle d'un homme tragique, pris au piège d'un système qu'il voulait redresser. Son isolement, palpable à la tribune, symbolise l'impuissance d'un pouvoir qui ne parvient plus à fédérer. Ni la rue, qui rejette ses mesures de rigueur, ni l'Assemblée, qui l'accable de critiques, ne lui accorde la légitimité qu'il espérait. Il incarne le sacrifice d'un Premier ministre qui, en voulant dire la vérité au pays, a accéléré sa propre chute. Son passage au sommet du pouvoir, aussi bref qu'intense, restera comme une parenthèse douloureuse, révélatrice de la fragilité politique française. Au-delà de sa personne, c'est la République elle-même qui se retrouve en accusation. Pensée pour donner de la stabilité dans la tempête, elle paraît aujourd'hui impuissante face à un pays fragmenté en trois blocs irréconciliables. Elle produit des gouvernements éphémères, incapables d'agir, prisonniers d'une arithmétique parlementaire devenue ingouvernable. Bayrou n'est pas seulement victime de son audace, il est le miroir d'une République à bout de souffle. Alors, une question demeure, suspendue comme une ombre au-dessus de l'hémicycle, la République peut-elle encore gouverner un pays aussi divisé? Ou faut-il admettre que le régime, forgé à l'époque du général de Gaulle, ne parvient plus à contenir les fractures du présent? L'histoire retiendra peut-être François Bayrou comme l'homme qui, dans ses dernières heures politiques, a révélé l'ampleur de cette crise. Mais c'est à la nation tout entière qu'il appartient désormais d'y répondre. L'histoire retiendra peut-être ces instants comme un tournant décisif. François Bayrou, en provoquant ce vote de confiance dans un Parlement fragmenté, a choisi de regarder la tempête en face. Mais derrière ce geste se cache le reflet d'un pays en crise, dette publique insoutenable, fracture sociale grandissante, défiance citoyenne envers les institutions. Ce ne sont pas seulement les dernières heures d'un Premier ministre qui s'écrivent, mais celles d'un système politique à bout de souffle. Aujourd'hui, la question n'est pas seulement de savoir qui succédera à François Bayrou. La véritable question est de savoir si la République elle-même peut encore porter la voix d'un peuple divisé, si nos institutions peuvent encore bâtir un avenir face à la pression des marchés, aux exigences sociales et aux crises internationales. Frères et sœurs, ce débat nous concerne tous. C'est pour cela que je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, et surtout à la partager autour de vous. Car plus nous serons nombreux à réfléchir ensemble, plus nous pourrons comprendre les enjeux qui décideront du futur de la nation. Et pour terminer, tournons nos cœurs vers celui qui détient le pouvoir absolu. Allah, guide nos dirigeants vers la justice, protège notre peuple de la division, et accorde à cette nation stabilité et sagesse dans ses choix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.